Bienvenue dans cette nouvelle rencontre des Midis de l'IREMO. Malheureusement, encore une fois, on se retrouve en visio pour des raisons sanitaires que vous connaissez. Néanmoins, nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux sur Zoom et vous savez que vous pouvez toujours poser vos questions qu'on prendra à la fin de la rencontre. Pour ce midi de l'IREMO, pour cette nouvelle rencontre, on va parler du Maroc, dont il n'est pas souvent question dans la presse française mainstream, et ce à l'occasion de la sortie du deuxième livre de la collection d'Orient 21 aux éditions Libertalia, deuxième livre intitulé Au cœur d'une prison marocaine. On montre ici, Enquête sur le royaume de tous les trafics, donc qui vient de sortir le 20 janvier à la collection Orient 21 aux éditions Libertalia. Notre premier livre, pour rappel, c'est le texte du Fath, la révolution palestinienne et les Juifs, avec une présentation d'Alain Grèche. Aujourd'hui, donc pour cette rencontre, c'est Hicham Mansouri qui est avec nous, qui est l'auteur donc de ce livre. Bonjour Hicham. Bonjour Sarah. Hicham, tu es, on va se tutoyer puisque tu es membre du comité de rédaction d'Orient 21. Tu es journaliste marocain, cofondateur de l'AMJ, l'association marocaine de journalisme d'investigation, qui a été fondée en 2009, mais qui n'a eu une reconnaissance officielle qu'en 2011, donc le 22 février 2011, soit après le fameux mouvement du 20 février au Maroc, dans le sillage des printemps arabes, des révoltes des printemps arabes. Le travail que tu as fourni avec tes camarades au sein de cette association vous a valu beaucoup de harcèlement de la part du régime marocain. Tu es même agressé dans la rue en 2015 et quelques temps après, tu es arrêté en mars 2015 et tu es condamné donc pour alors le motif officiel donc c'est complicité d'adultère. On reviendra là-dessus plus tard dans les questions. Et donc tu es condamné pour une période de 10 mois. Donc tu seras incarcéré à la prison de Zaki à Salé 1, donc qui est à une vingtaine, trentaine kilomètres de Rabat. 12-13. Ouais, pardon, oui, 12-13 kilomètres de Rabat, qui est une des plus grande et des plus surpeuplées prisons marocaines. On estime que donc, elle est surpeuplée à 173%. Et donc tu seras incarcéré du 17 mars 2015 au 16 janvier 2016. Tu passeras par 5 cellules, 3 blocs. Mais pour survivre en fait au milieu de cet enfer, eh ben tu vas décider de continuer en fait quelque part ton travail de l'intérieur, ton travail de journaliste, et tu vas mener une enquête sur les trafics qui sont menés au sein de la prison. Et on le découvrira dans ta présentation et donc en lisant le livre, c'est vraiment des trafics de tout genre. Hein. Donc il y a de la drogue, des téléphones portables, voilà, c'est toutes sortes de trafic, et tu le dis, donc c'est un système qui se fait à la fois avec la complicité des gardiens, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et aussi des prisonniers. Au lendemain donc de ta libération, tu pars à Tunis pour 3 mois et ensuite donc tu es installé à Paris depuis avril 2016. Donc je te laisse faire ta présentation de ce livre et puis on reviendra après pour les questions et à la fin on prendra aussi les questions sur Zoom. Donc merci Sarah pour l'invitation, pour cette présentation. Merci également à Orient 21 qui m'a d'abord accueilli au sein de la rédaction et aussi grâce à Orient 21 j'ai pu faire ce livre que j'ai commencé d'ailleurs à Tunis. J'ai quitté le Maroc le lendemain. Et donc, le premier jour de mon arrivée à Tunis, j'ai commencé à écrire en arabe. Et puis, c'est un projet qui est resté. J'avais écrit 140 pages, 200 pages, je me rappelle. Et puis, j'ai pas abandonné, mais voilà, ça a pris plus de temps que prévu. Au début, j'avais pas l'idée de faire une enquête sur le trafic. En prison, j'avais pas cette idée. Et même en sortant, en commençant à écrire, parce que les matériaux dont je dispose, c'est beaucoup plus large que le sujet de cette enquête. J'avais l'objectif,
en commençant à rédiger, de faire plusieurs enquêtes avec du récit, des portraits, mon vécu, mon quotidien. Donc juste pour vous dire dans quelle a été mon approche au début. En prison, dès le premier jour, malgré les conditions difficiles, surtout dans le bloc D, que les prisonniers appellent la poubelle, le zbala, j'étais triste, un peu détruit et tout, mais il y avait une infime partie de moi-même qui était, si on peut dire, heureuse, parce que je me suis dit, je devais pas être là. Donc, je savais que j'avais cette opportunité-là. Oui, mais parce que tu te retrouves en fait au début, donc dans le bloc avec des prisonniers de droit commun, mais les plus violents en fait. C'est pas avec des gens qui ont fait des petits vols. Non, et c'est voulu, c'est la même main qui m'a espionné, qui m'a agressé, qui m'a jeté en prison malgré toutes les contradictions. En fait, la vengeance continue en prison et je suis pas le seul. Moi, si on m'a mis dans ces conditions-là, d'autres, on les a mis en isolement. C'est vraiment des attaques ciblées. On connaît le profil psychologique de la personne. Moi, j'étais quelqu'un de solitaire qui veille par la nuit. Donc, ils savent que me mettre en isolement pour moi, c'était de m'offrir un séjour, malgré les difficultés j'aurais souffert aussi en isolement, mais ils savent que me mettre dans ces conditions-là, que souhaitent beaucoup de détenus qui sont très sociables, qui sont très dans le contact, ce n'était pas mon cas. D'ailleurs, un gardien me l'a dit, il m'a dit, on va bien s'occuper de vous le premier jour. Et au début, j'avais des doutes, est-ce qu'on va vraiment bien s'occuper de moi positivement, mais par la suite, quelques minutes, quelques heures après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc, juste pour préciser qu'au début, mon objectif, c'était vraiment de comprendre, d'abord pour survivre, de m'intégrer, voire même de m'assimiler, si je veux utiliser le terme, parce que le premier jour où j'ai senti que j'étais bien accueilli, c'est quand j'ai commencé à parler le langage des détenus. Et donc, la première fois où je l'ai fait, un détenu, il a appelé ses collègues, il a dit, venez entendre ce qu'il vient de dire. Donc, l'intégration en prison, ça demande de comprendre ces codes-là. Et de toute façon, je pense que c'est naturel. Toute personne qui fait la prison pour la première fois, il essaie de comprendre, il essaie on absorbe beaucoup d'informations, tout est nouveau pour nous. Donc, juste pour dire que j'avais pas l'intention les premiers jours en tout cas, mais c'est l'étendue du business. Et là, mon passage au bloc D a été très bénéfique. Si on m'avait pas mis au bloc D, on m'avait mis directement au bloc M1, je pense que j'aurais pas sorti avec, j'aurais pu faire un livre, mais un livre un peu dans le récit, dans la description, j'aurais pas compris le fonctionnement de cette machine. L'avantage dans le bloc D, c'est d'abord pour l'enquête. L'avantage pour l'enquête, pas pour moi, c'est les effectifs. Et puis j'étais, si on peut dire, là où existe beaucoup plus un plus grand nombre de consommateurs et de trafiquants. Là, je me concentre sur 5 grands trafics, c'est le cannabis, le papier à rouler, la cocaïne, les psychotropes et le téléphone portable. Donc, et c'est venu vraiment au fur et à mesure. Au début, je ne comprenais pas. Je voyais des gens consommer le cannabis sans se cacher ni rien. Et je posais des questions trop naïves et je recevais des réponses. C'était pas trop compliqué en fait de le constater parce que on se cache pas en fait. Un détenu me l'a dit. Il m'a dit mais tu es naïf toi. Ici il n'y a pas de police. Qu'est-ce qu'on risque? Et progressivement, je comprends. Et puis, il y a une source qui m'a été très utile, c'est un gardien. Il y a plusieurs gardiens, mais il y a surtout un gardien qui est un gradé de la prison, mais qui est déclassé, si on peut dire, et on l'a mis dans un poste comme on met quelqu'un dans une administration s'occupait de l'archive, lui il s'occupait de la bibliothèque. Il y avait plusieurs, mais un parmi eux m'a été très utile. Et lorsqu'il a compris, à partir de mes questions, que j'enquêtais sur le trafic, progressivement, il a commencé à me livrer des informations très, très, très importantes pour la compréhension du fonctionnement de ce business. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que en prison, les gens parlent beaucoup.
Donc, c'est l'ennui, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a du paranoïa, il y a de la peur, il y a beaucoup de rumeurs, il y a des règlements de compte. Il faut faire avec tout cela, mais en recoupant, en observant aussi, puisque voilà, j'étais pas là en sociologue ou en journaliste ou en externe, je fais partie aussi je parlais, j'écoutais, etc. Donc les gens ont beaucoup tendance à trop parler par la nuit. Et donc, il ne s'agit pas d'entretien journalistique. Donc, on parlait, il suffit d'orienter une discussion vers un sujet, de poser des questions parfois provocantes, parfois naïves, pour qu'un se vante de bien connaître comment les choses fonctionnent. Je pense que ce livre, il répond pas, il prétend pas comprendre tout le fonctionnement des trafics. D'ailleurs, 10 mois, c'est pas suffisant. Mais je, je suis content d'avoir fait uniquement 10 mois. Mais je pense qu'il donne une idée très proche. En tout cas, il révèle le fonctionnement de ce business qui est tentaculaire et qui se tend jusqu'à l'extérieur de la prison. Et il y a des choses que j'ai compris qui se passent à l'extérieur de la prison que j'ai compris en prison. Et il ne concerne pas uniquement les trafics, il concerne d'autres affaires. Il y a même une affaire politique sur laquelle j'aimerais revenir un jour, sur laquelle un détenu m'a mis sur des pistes. Donc la prison, c'est vraiment un milieu très intéressant, très important pour comprendre à la fois son fonctionnement et le fonctionnement en extérieur. Pour résumer, l'hypothèse de ce livre, c'est que la prison et les prisons au Maroc, puisque j'étais en contact avec des détenus qui ont fait plusieurs prisons, qui se décrivent comme des abonnés de la prison au Maroc, son hypothèse, si je peux la résumer, c'est que c'est une grosse entreprise dont le conseil d'administration, c'est l'administration pénitentiaire, c'est la justice, c'est la police, et dont la clientèle et la main-d'œuvre, c'est les détenus. Et ça explique, je pense en partie, le taux de détention provisoire très élevé au Maroc, 39% en 2019, ça c'est les statistiques officielles. Donc, pour que ça fonctionne, il faut arrêter. Et les consommateurs et les clients et la main-d'œuvre, c'est des pauvres. Et parfois, on peut se demander, parce qu'on peut le voir par la suite, les prix sont multipliés par 10, par 100 et parfois par 1000. On peut se demander comment ces pauvres-là arrivent à acheter. D'où il y a un ami qui m'a demandé cela, il m'a dit, j'ai pas compris le fait que tu dis qu'ils sont très pauvres et en même temps, les prix sont multipliés par 10, par 100. À titre d'exemple, les psychotropes, il y a un médicament, l'Artane, qu'on qualifie d'ecstasy des pauvres, qui est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Un comprimé, il coûte 2 fois plus, pardon, un comprimé il coûte 2 fois plus cher que le paquet à l'extérieur, que la boîte à l'extérieur. Tout simplement, l'explication, c'est qu'il y a la valeur du travail à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire que ces détenus-là, ils travaillent, et il y en a qui gagnent, on peut le lire dans l'article résumé du livre, il y avait des extraits. Donc il y a la valeur du travail, soit les trafiquants, les petits dealers, ceux qu'on appelle les fusibles, c'est-à-dire qu'ils sont là pour endosser si jamais il y a un contrôle, parce qu'il y a aussi c'est des clans en fait. Tout le monde n'est pas dans la même entreprise. Il y a aussi des règlements de compte même entre gardiens, entre fonctionnaires de la prison. Et donc, il y a la valeur du travail. Il y a aussi les hommes de corvée, c'est-à-dire les gens qui jouent un rôle très important dans ce business. C'est des détenus qui ont une libre circulation parce qu'ils aident dans le ménage des couloirs, dans la cuisine. Et c'est des messagers. Et c'est en même temps des facteurs de ces trafics. Donc, juste pour expliquer, valeur... pour les fusibles, donc ce sont des personnes qui endossent la responsabilité d'un crime et qui sont payés en retour. Ils sont payés pour ce risque-là. D'abord, le cannabis, quand il rentre dans une cellule chez un grand trafiquant, il n'est pas stocké dans sa cellule, lui, il ne risque rien, c'est dans une autre cellule où il y a des pauvres, parfois des gens même qui doivent être en asile psychiatrique et pas en prison. Il y a ensuite une personne, souvent c'est des subsahariens, qui sont payés pour endosser le crime, pour avouer que c'est eux. Donc ils sont payés, ils sont rémunérés
pour ce risque. Et donc finalement, les vrais acteurs qui bénéficient de ces business-là, ils sont à l'écart de toute responsabilité. Voilà, je pense que c'est un petit résumé. Après, s'il y a des questions ou si tu veux que je développe de toute façon, on va le faire ensemble et puis on prendra ensuite les questions sur Zoom. Déjà, moi, la première question que je voulais te poser, c'est ton livre. C'est un livre, donc certes, c'est une enquête sur ces trafics-là, mais c'est aussi un témoignage sur les conditions de détention qui sont terribles en fait en prison, dans une prison surpeuplée. En plus, il y a plusieurs passages où tu racontes que voilà, vous êtes à 50, 60 dans une cellule où il y a à peine 10 paillasses en fer. Il y a eu au Maroc plusieurs récits, plusieurs témoignages sur les conditions de détention, etc. Sous Hassan II. Ton livre, c'est le premier qui sort sous le règne de Mohammed VI. Il y a aussi beaucoup de références à la littérature carcérale dans ton livre. Il y a un moment, tu racontes que tu lis le livre de Ahmed Marzouk et Tazmamart, c'est le numéro 10, en prison. Il y a une référence à Abdelrahman Mounif, à un moment qui est un des leaders, un des pionniers en fait de la littérature carcérale dans le monde arabe. Il y a ce passage qui m'avait frappé. Donc quand tu fais au début, donc comme tu l'as mentionné, tu es donc affecté au bloc D où il y a les pires criminels, violeurs, etc. dans des conditions terribles. Donc tu fais une grève de la faim et là tu es transféré à un autre bloc, au bloc M1. Et au moment où on te transfère au quartier donc M1, tu dis à l'entrée qu'il y a la photo du roi Hassan II qui est encore à l'entrée, une erreur, une nostalgie, ou bien l'histoire s'est arrêtée ici aux années de plomb, cette période du règne de Hassan II de 1970 à 99, marquée par de nombreuses arrestations et assassinats d'opposants. Est-ce que pour toi, à travers cette remarque et à travers ce que tu as vécu en prison, et contrairement à l'image qu'a voulu donner Mohammed VI juste après son accession au trône, avec une initiative de mettre en place une justice transitionnelle, de réformer l'administration pénitentiaire, est-ce que pour toi il s'agit au fond d'une continuité en fait entre les deux régimes? Oui, je pense que c'est une continuité. D'abord, je souhaite pas du tout que ni mon expérience carcérale ni mon livre soient comparés aux années de plomb, parce que ce que ces gens-là ont vécu une vingtaine d'années dans des conditions où ils n'avaient pas droit aux visites, moi j'avais droit aux visites. Ni la période, ni le contexte, ni la douleur se compare. C'est vraiment rien par rapport à eux, donc je prétends pas ça et je veux surtout pas que ce soit comparé. Mais je pense que tout témoignage est important, même 2 jours de garde à vue, toute injustice. Et les détenus, même ceux qui participaient à ce trafic, ils me suppliaient pour raconter cela. Donc ils étaient dans une optique de dénoncer. Ils savent que ils bénéficient peut-être, ils font partie de ce business-là, mais ils sont conscients qu'ils sont aussi victimes de ces injustices, etc. Donc, juste pour le préciser. Oui, pour moi, on est dans une continuité et ces détenus eux-mêmes des années de plomb le disent. Donc, ils disent que voilà, c'est le retour des années de plomb aujourd'hui. Il y a quelques jours, ces anciens détenus de ce Hassan II, ils ont organisé une rencontre avec la famille des détenus actuels. Donc, ça en dit beaucoup qu'en tout cas, on est dans un retour aux années de plomb. Ça n'empêche pas de dire qu'au début du règne du Mohammed VI, qu'il a envoyé des signes d'ouverture, mais je pense qu'ils étaient plus des signes d'abord pour assurer une transition pacifique et en douceur, et ensuite c'est beaucoup plus basé sur l'image. Il y avait des réformes, il y avait quelques réformes, quelques signes, quelques chantiers, mais dont beaucoup ne bénéficient pas à la large population. Parfois plus, voilà, on a parlé du roi des pauvres au début, mais rapidement on s'est rendu compte que c'est la 5e fortune en Afrique aujourd'hui, je pense. C'est mes chiffres, ma mémoire est bonne. Et donc je pense qu'on est dans une continuité, en tout cas aujourd'hui, un retour aux années de plomb, à la répression,
Ou comme le dit Feu Khalid Jamei, journaliste, la faucille elle est la même, mais c'est sa manche qui a changé. Donc c'est un semblant de l'ADN du régime, il finit toujours par ressurgir. Et pour moi, cette image ce portrait de Hassan II, il a toute sa place au bloc M1. Et au bloc D, il n'y avait ni la photo de Hassan II, ni celle de Mohamed VI. Donc c'est vraiment un bloc en dehors de, de l'histoire, oui. Donc je pense qu'on est dans une continuité et ça n'empêche pas de rappeler qu'il y avait des signes, qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais rapidement, voilà, la vraie nature du régime, c'est-à-dire la prédation, la répression, etc. Et il a fini en tout cas par gagner aujourd'hui. Pour rester toujours dans cette thématique du témoignage, il y a dans le style d'écriture de ce livre, il y a un côté assez brut. Alors déjà, je précise qu'il y a donc en fait, quand tu as mené cette enquête ou quand tu as commencé à prendre des notes, etc., à l'intérieur de la prison, tu l'as fait sur des bloc-notes, une trentaine de bloc-notes à peu près, que tu as fait sortir au fur et à mesure grâce à ta famille, donc lors des visites, etc., au milieu du linge sale. Et il y a des extraits donc de ces bloc-notes dans le livre. Il y a même, je ne sais pas si on peut le voir en fait, des photos aussi qui sont publiées au milieu voilà, des notes et du témoignage du texte de ce livre. À la fois le style d'écriture et la présence justement de ces notes originales en fait qui ont été prises à l'époque donnent vraiment l'impression d'une écriture très brute, sans fioriture. C'est vraiment, alors de temps en temps il y a un petit trait d'humour ou quand enfin voilà, tu vas rappeler ou tu vas rapporter un échange entre deux prisonniers, mais la plupart du temps c'est juste un style très informatif. Tu ne cherches pas du tout à faire dans l'esthétique de l'écriture. Est-ce que c'est un choix délibéré? C'était un choix délibéré de ta part de livrer juste les choses comme elles étaient, ou est-ce que c'était plus par rapport à un besoin de prise de distance en fait par rapport à cette expérience? Ouais. Je pense que je devais d'abord me tenir aux faits et à ce que j'ai écrit, j'ai noté. Deuxième chose, c'est moi le problème que j'avais, c'est le problème inverse, c'est-à-dire d'écarter des choses, parce que j'ai beaucoup de matériaux, donc j'avais pas besoin de développer des choses. Pour les portraits, la description des gens, et aussi comme j'ai pas une bonne mémoire, j'ai vraiment tenu à noter tous les détails. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire du numéro d'écrou de machin, ni même de la mesure. J'ai même mesuré les couloirs en marchant. Oui, on voit des Donc, dessins d'ailleurs dans voilà, le donc livre. j'étais vraiment j'enregistrais tout, je notais tout. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'est par la suite que j'ai compris certaines choses. C'est-à-dire, c'est grâce à cette approche-là de tout noter, de tout enregistrer, d'essayer de tout comprendre, même si je ne comprends pas, j'écrivais ce qu'on me dit. C'est ça qui m'a permis par la suite de comprendre. Je pense que c'est venu juste comme ça, naturellement. Pour l'humour, je pense que c'est un peu mon style. Et ensuite, en prison, c'est pas tout sombre. Voilà, on rit aussi, il y a des choses qui font rire. Parfois, c'est triste, mais ça fait rire. Et ça permet aussi de faire passer le temps. Donc, la vie à l'intérieur, c'est pas trop différent de l'extérieur. C'est même plus transparent. En prison, c'est comme à l'extérieur, c'est la corruption, c'est l'injustice, c'est les classes sociales, etc. C'est la discrimination aussi. J'en parle aussi contre les Noirs, les subsahariens, les gens de couleur noire, etc. Mais en même temps, c'est pas trop différent. Et puis, c'est plus transparent, moi, je trouve, en prison. Les règles sont au moins claires, annoncées. Tu payes, tu as le droit, tu payes pas, tu n'as pas le droit. Euh, donc les choses sont plus faciles en fait à comprendre. Et non, pour moi, je pense que il n'y a rien qui a été délibéré, c'est juste naturel. D'accord. Alors tu le dis à plusieurs reprises, c'est comme à l'extérieur, c'est comme à l'extérieur. Justement, il y a finalement, on a le sentiment que les mêmes hiérarchies, le même ordre
qui sévit à l'extérieur dans la société. Donc la question de voilà de classe sociale, le fait d'avoir les moyens et donc d'avoir accès à certains services par rapport aux autres personnes, c'est cette même logique-là en fait qui sévit aussi à l'intérieur de la prison. Donc au final, ceux qui ont les moyens, soit par le trafic qu'ils font à l'intérieur, soit par les moyens qu'ils ont depuis l'extérieur, ils ont droit à un séjour 5 étoiles. Il y a même un détenu qu'on appelle l'ambassadeur parce que voilà, il a un écran de télé, etc. dans sa cellule. Et ceux qui n'ont pas les moyens, bah, ils ne peuvent pas. Enfin, ils vivent dans des conditions. Enfin, ils sont détenus dans des conditions vraiment infernales. Il n'y a pas de famille qui vient les visiter, etc. Donc, est-ce que quelque part, tu estimes que la prison est une sorte de concentré de la société marocaine, avec justement donc ces problèmes-là et ces questions voilà de domination, mais aussi justement comme tu viens de le souligner, il y a l'humour et puis il y a même parfois des moments d'humanité entre les prisonniers. Exactement. Oui, je pense que c'est un concentré, c'est une miniature de la société marocaine. Et je pense que d'une certaine manière, je suis entré en prison pour comprendre l'extérieur, si on peut dire. Et le régime, il est conscient de ça, en fait. Quand on m'a mis dans le bloc poubelle, c'est une manière de vous dire, voilà les gens que vous défendez, voilà, vous ne connaissez pas la société. C'est un peu dans le discours de l'élite marocaine et même parfois étrangère que le peuple n'est pas mûr pour la démocratie, il n'est pas au niveau de son roi qui est moderne, qui veut faire bouger les choses, mais etc. D'une certaine manière, c'est vrai, c'est un peu violent le choc. Mais à la fin, ça m'a plus rapproché de ces gens-là. Et ils ont aussi raison parce qu'on me connaissait, et je le dis, et je suis désolé de le dire, une des premières questions que je me suis posée, c'était, entre guillemets, et je suis désolé de le dire, c'est mais ces gens, ils vivaient où? C'est-à-dire, alors que je ne suis pas issu d'une famille aisée ni rien, j'ai vécu dans des quartiers populaires et tout, je suis un fils de campagne, mais je ne connaissais pas ces gens-là, ni leur lexique, ni leur... quand tu vois des gens énucléés, quand tu vois des corps avec des visages avec des cicatrices de rasoir, je les voyais, ils sont invisibles à l'extérieur. Et donc, ils le sont aussi. Par rapport à leur opinion politique, on pense souvent voilà, que les gens ils sont pas politisés, mais c'est des gens très critiques vis-à-vis du régime. Et ils sont même plus directs, plus frontales, plus violents. C'est juste que leur voix n'est pas écoutée. Et donc, quand j'entendais ce qu'ils disaient sur le roi, sur la politique, je parle d'une anecdote. Il y a un qu'on appelle le technicien. Et lui, on l'appelle le technicien parce qu'à chaque fois, il répare la vieille télé dans la prison. Et une fois, il jouait aux dames et on lui dit, mais viens, tu nous répares la télé. Et il leur dit, vous m'emmerdez. Une télé qui ne capte pas le palais royal n'est pas une télé. Et pour moi, cette phrase, voilà, qui est à la fois une critique des médias, une critique de ces médias de divertissement, de propagande au Maroc. Donc, d'une certaine manière, c'est une leçon, mais je pense que ça m'a beaucoup plus rapproché voilà, de ces gens, de ces catégories sociales, si on peut dire, que d'éloigner. Ta question, c'était sur tu m'as dit oui, le fait d'avoir finalement en prison une sorte de concentré de la société marocaine, en fait, avec ses hiérarchies, avec... Oui, c'est les mêmes. C'est comme en sociologie, quand on prend un échantillon. Et donc, il y a des Marocains de l'étranger, il y avait aussi des Polonais, des gens de l'Amérique latine, c'est un peu toutes les nationalités, en tout cas tous les continents, les subsahariens. C'est vrai que c'est très riche, c'est très condensé. On est dans l'enfermement, on est dans l'ennui, on parle beaucoup, et donc ça te permet de... Ouais. Et il y a les prisonniers aisés donc du bloc du quartier A et il y a la poubelle donc du quartier D. Exactement, avec des blocs, si on peut dire, au milieu. Et puis, il y a des riches qui décident d'habiter dans les blocs poubelles, mais avec des conditions très confortables. Je parle du baron
poteau, avec écran plasma, avec des détenus à son service. Il peut décider qui est affecté dans sa cellule ou pas. Et donc finalement, il a ses détenus avec lui pour être à son service, pour le ménage, et donc on reproduit la société marocaine, ou d'autres sociétés d'ailleurs. Mais comme je dis, c'est plus facile à comprendre parce que on est dans une miniature de la société marocaine, et il y a encore une fois, cette transparence. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas de cacher des choses et les trafics, etc. Mais il y a quand même une facilité d'observation qui est un peu difficile, peut-être à l'extérieur, ou par paresse. On ne décide pas d'essayer de les comprendre, oui. Tu viens d'évoquer la critique des médias qui peut émaner de certaines personnes. Il y a une scène dans le livre, au moment, donc juste après ta grève de la faim, il y a le directeur de la prison, je crois, qui vient te voir avec le procureur du roi. Et puis il y a une autre personne que tu ne connais pas, qu'on ne te présente pas. Et tu apprends plus tard que c'était un journaliste d'un site internet, d'un média qui s'appelle Barlaman, donc Parlement. Et tu dis que voilà, cette personne, donc ce journaliste était là pour écrire, en fait, pour démentir les conditions soi-disant difficiles de ta détention, etc. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus justement sur ce côté-là, sur ces médias marocains qui sont au service de la cour, justement? Exactement. Ce jour-là, d'abord, le procureur du roi il est venu avec le directeur de la prison. Et le directeur de la prison, il me l'a présenté, mais il ne m'a pas présenté la personne. Et quand il a vu que j'ai trouvé un peu les choses bizarres, il m'a dit il est des nôtres. Donc ne t'inquiète pas, il est des nôtres. Je ne l'ai pas reconnu. Qui l'a reconnu? C'est un mokaddem, c'est un agent d'autorité. Les agents d'autorité au Maroc, qui sont en bas de l'échelle du ministère de l'Intérieur, un de leurs rôles, c'est un peu les yeux des services secrets. Donc ça en dit beaucoup aussi sur que moi je le reconnais pas et que un agent d'autorité le reconnaît. Il me dit mais tu le connais pas? Il m'a dit son nom et il m'a dit il travaille pour Barlamancom. Donc on l'a dépêché, il est venu, je sais pas comment il a pu, on me l'a pas présenté, je sais pas comment il a pu rentrer en prison. En fait, c'est pour observer que je ne suis pas dans le bloc D, mais c'est normal, je ne suis plus dans le bloc D, j'ai fait une grève de la faim grâce à Oui, laquelle... donc pour démentir, pour dire ah non, non, Hicham Mansour, il n'est pas du tout détenu dans les démentir conditions. les conditions. Et ces médias qu'on appelle au Maroc les médias de diffamation, c'est des médias qui ont pullulé depuis au moins 2012-2013. C'est après le printemps arabe, les régimes, d'ailleurs, ce n'est pas limité au Maroc, je pense en Égypte, en Algérie, dans plein d'autres pays. Et donc, c'est quand les pouvoirs ont compris le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux, les médias alternatifs, les médias en ligne. Une voilà, des réponses, en tout cas des solutions qu'ils ont envisagées en plus du contrôle de la sphère Internet, ce qu'on appelle les mouches électroniques, ce qu'on appelle, ou bien sûr la censure, et ils ont fait aussi la censure, ils ont aussi fait des choses pour si on peut dire, organiser le champ médiatique en ligne, les aides, structurer les choses pour mieux les contrôler. Il y a ces aussi médias, la presse indépendante. Exactement, il y a aussi ces médias de diffamation, en arabe, en français, même en anglais, en néerlandais, même en mandarin. Et donc leur rôle, c'est de diffamer les gens sur leur vie privée, publier des relevés bancaires, ils arrivent même à publier parfois des photos prises dans des hôtels et des appartements. Donc on a filmé par exemple un ancien ministre des droits humains, Mohamed Ziane. En tout cas, on a publié des photos qui lui ont été attribuées, il était nu. Donc, et il diffame sur la base de la vie privée, en se basant sur des informations qui ne peuvent être obtenues que de la part des services secrets. Quelques Français diront peut-être oui, nous aussi on a la diffamation, mais c'est pas des médias ils font pas c'est pas que des dérapages, c'est vraiment leur spécialité. Ils vont pas traiter de sujets d'intérêt public, ils vont pas enquêter
sur des politiques. Ils ne vont même pas diffamer des politiques parce que la presse people dans le monde, elle peut s'intéresser aux stars, elle peut s'intéresser à des ministres, au roi, à la famille Keren, etc. Non, eux, ils s'intéressent uniquement aux militants, aux opposants, aux intellectuels qui sont critiques. Et puis, ils sont très proches, donc là aussi, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont très proches des cercles du pouvoir. Comme tu Exactement, Barlaman Kom, le patron, c'est un ancien gouverneur, c'est un ancien patron de l'AMAP, l'agence officielle, et c'est le beau-frère, l'ex-beau-frère du patron des services secrets. Et on a des documents qui montrent cela. Pour les gens qui veulent approfondir, il y a une enquête du journal Le Desk, une machine à salir. Et il y a des documents aujourd'hui, et même les médias étrangers commencent à parler, heureusement, de ces médias-là, qui ont un pouvoir de nuisance qui est très, très, très fort, parce que, et je t'avais dit ça, Sarah, c'est pas que de salir ton image, parce que parfois, ils parlent de gens anonymes, dont je fais d'ailleurs partie. Donc les gens se disent, mais c'est qui cette personne, on ne la connaît même pas. Donc leur rôle, c'est pas de salir ton image, parce que parfois, tu n'as même pas d'image, tu n'es pas un personnage vraiment public, tu n'es pas connu. C'est des attaques, c'est de la guerre psychologique. Et certaines informations qu'ils publient, qui n'ont bien sûr rien d'intérêt public, qui sont parfois falsifiées, parfois ils peuvent être véridiques, mais qui n'ont rien d'intérêt public, ils montrent qu'il y a une compréhension de la psychologie de la personne et de ses failles, et parfois ils peuvent revenir jusqu'à l'enfance de la personne. Ça peut être je ne sais pas, un divorce de parents, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être même un surnom. Donc, vous imaginez quels moyens il faut avoir pour faire de telles enquêtes, donc, en se basant en partie sur ces agents d'autorité. Donc, ils ont un pouvoir de nuisance très, très fort. Ils ont pu faire taire des personnes. Heureusement, il y a des gens qui sont courageux, qui les dénoncent. Et aussi, on essaye de te faire perdre le temps, parce que le sujet n'est plus ton arrestation, le sujet n'est plus l'injustice, le sujet, c'est de répondre à leurs accusations. Donc, ils te traînent vers un autre sujet où tu commences à te défendre sur un autre aspect de l'affaire. Mais je pense que toujours l'utilisation excessive de ces moyens, ça se retourne contre eux. Et c'est grâce, en grande partie, c'est grâce au courage de plusieurs personnes qui ont continué leur travail, malgré les attaques, malgré les dégâts psychologiques aux familiers, parce qu'ils ont causé des divorces, ils peuvent causer des choses en publiant. Voilà, ça peut être des contradictions que n'importe quelle personne peut avoir dans sa vie privée, ça peut être juste des questions de liberté. Au Maroc, ça peut être la consommation d'alcool en publiant une photo de toi, en falsifiant. Donc, c'est toujours un mélange de quelques vérités, en tout cas pour que les gens se retrouvent, surtout ton entourage proche. Ah oui, ça c'est vrai, donc tu le restes. Contre toi. Tu peux se retourner contre toi, en tout cas avoir des doutes, tu deviens un peu infréquentable. Ils se disent, ça c'est vrai, donc tu le restes, c'est vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, malheureusement. Justement, dans le siège de ces stratégies de diffamation, c'est aussi, on retrouve ça jusque dans l'appareil judiciaire, puisque c'était ton cas, donc tu es arrêté, enfin, ce ne sont pas officiellement tes activités de journaliste ou de membre de l'AMJ qui posent problème, mais même si réellement c'est ce qui pose problème, mais tu es condamné officiellement pour complicité d'adultère. Et en fait, c'est une stratégie qui est régulièrement utilisée par le régime marocain. Tu avais d'ailleurs écrit un papier dessus sur Orient 21 et qu'on retrouve par exemple aujourd'hui même pour pour d'autres journalistes. Ça a été le cas de Hajar Raissouni par exemple, voilà, pour l'avortement illégal. Ça a été le cas pour aussi Omar Radi, je pense, pour une affaire de viol. Et donc ces journalistes ou ces opposants ne sont jamais officiellement condamnés pour ce qu'ils font, pour leur activité, mais on va toujours aller chercher une histoire à connotation sexuelle pour les
écroués. Oui, et comme a dit un ami, il m'a dit un jour, il m'a dit on est passé, il a écrit d'ailleurs un papier, il a dit des années de plans aux années de porn. Donc De porn, oui, de pornographie. De pornographie. En fait, ouais. C'est la nouvelle méthode. Il date pas d'aujourd'hui, même ce Hassan II, ça a été utilisé mais contre les opposants, les syndicalistes, mais pas sous forme de procès, je pense, plus sous forme de chantage. Donc, c'est une manière de contrôler les élites. D'ailleurs, il y a un ancien agent des services secrets, Ahmed Boukhari, qui parle dans son livre Le Secret de ces appartements équipés de caméras dans lesquels on piégeait ces personnalités. La différence sur Hassan II, c'est que c'est passé de ces méthodes de chantage réservées au début aux islamistes et pour les mettre devant leurs contradictions, leurs discours idéologiques, etc., et ces personnalités politiques opposantes, c'est que c'est passé au plan judiciaire, donc avec des questions des accusations d'adultère, d'avortement et surtout plus récemment de viol. Là, aujourd'hui même, en parlant, on a 3 journalistes qui sont en prison, condamnés à des peines de 5, 6 et 15 ans. Pour Souleymane Raissoni, c'est 15 ans, viol. Omar Radi, 6 ans, une longue liste, mais il y a espionnage, viol, ivresse dans la voie publique, etc. Il y a Tawfiq Bouassine, condamné à 15 ans, oui, pour trafic humain, viol et trafic humain. Le point commun, c'est que ces journalistes-là, ils ont soit enquêté, soit écrit sur la corruption à haut niveau, la prédation royale. Donc, on savait qu'ils étaient dans le viseur des autorités. Ces accusations de viol, elles sont très graves parce que c'est difficile de mobiliser les soutiens, surtout à l'échelle internationale aujourd'hui. Les ONG prennent du temps pour se prononcer sur ces dossiers et ça finit toujours par salir votre image. Mais si on voit par exemple le point commun entre ces 3 journalistes qui sont aujourd'hui en prison, ils ont tous été espionnés par Pegasus. Ils ont de longues peines, bien sûr, sévères. Ils ont été diffamés bien avant qu'ils soient accusés. Pour certains, on les a menacés clairement de les poursuivre pour ces accusations. Pour Souleymane Raissoni, Omar Radi, les médias de diffamation, un de ces médias de diffamation a même annoncé la date de leur arrestation. On leur a dit, vous allez passer l'Aïd, c'est-à-dire la fête en prison. Et puis c'est des peines sévères. Et puis c'est des peines où les témoins, ceux qu'on présente comme des victimes, fuient la justice. Et certaines, par exemple, au moins 4 pour Tawfiq Bouassine, ont nié les faits. On niait les faits et une d'entre elles, elle est aujourd'hui exilée en Tunisie parce qu'il a dit que la police a menti et on l'a poursuivi. Dans le cas de Omar Radi, il y a Imad Stitou qui était au début un témoin en faveur de Omar Radi, il est devenu accusé complice. Donc, c'était ton cas aussi d'ailleurs parce que tu étais accusé donc aussi pour tenue d'un local de prostitution et en fait tes voisins avaient complètement démenti la version présentée par la police. Exactement, les accusations à mon encontre au début étaient plus graves et il y avait même un communiqué de la police qui disait que c'est un appartement de prostitution et nous allons poursuivre toutes les personnes impliquées. Je pense qu'au début, ils voulaient nous poursuivre tous les gens de l'AMJ. Et comme il y avait plein de contradictions dont je parle un peu dans le livre, les voisins qui témoignent et surtout un gardien très courageux, sachant qu'au Maroc, les gardiens, ils sont parfois obligés de coopérer avec la police et je le remercie beaucoup et je le salue. Il est venu devant le juge et quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'est lui qui va te faire tomber. Oui, je me suis dit, c'est lui. Donc, lui, il a dit devant le juge, il a dit, vous dites que monsieur, il y a toujours des femmes, il y a toujours des prostituées qui viennent. Il a dit, non, monsieur le juge, j'ai dit exactement l'inverse. Et il lui dit, mais c'est votre signature. Et il a dit, oui, mais je sais ni lire ni écrire. Il l'a écarté tout de suite. Le juge, il l'a écarté tout de suite. Et donc, c'est un échec pour eux. Et donc, ils se sont contentés de la seconde partie de l'accusation.
Mais 6 mois après, on est accusé avec les membres de l'AMJ d'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, l'AMJ, donc, pour rappel, c'est l'Association marocaine des journalistes d'investigation. Exactement. Et je pense que ça explique aussi mon cas et le cas surtout de Hajar, accusé d'avortement et gracié par le GROI, parce que pour l'adultère et pour l'avortement et pour certaines accusations, vous avez quand même le soutien des ONG qui se disent que c'est les libertés individuelles, mais le viol, c'est plus... Et donc, il n'arrête pas de compliquer, de développer ces stratégies-là, malheureusement. C'est un soutien qui peut être aussi à double tranchant parce qu'il y a aussi, ça a été le cas d'ailleurs avec Hajar Raisouni, notamment avec la tribune de Leila Slimani, qui a complètement dépolitisé l'affaire pour en faire une question juste de droits individuels, en écartant complètement justement la dimension politique qui était le vrai motif pour lequel Hajar Raisouni a été poursuivi. Tu as été incarcéré à la prison donc juste pour rappel, je rappelle à toutes les personnes qui assistent sur Zoom qu'elles peuvent écrire donc dans l'espace discussion leurs questions qu'on prendra donc à la fin. Tu as été incarcéré donc pendant 10 mois à la prison de Zaki Saleh 1, prison qui a été détruite en 2017. Sous les objectifs des caméras des médias marocains, où d'ailleurs le directeur de la prison confirme la surpopulation de la prison, etc. Avec tous les témoignages donc, que tu cites, et tu cites de nombreux personnages en fait dans ton livre, est-ce que la question de l'anonymat et de préserver en fait l'anonymat ou l'identité de ces témoins s'est posée, et comment tu as géré ça, parce que il y a beaucoup de surnoms, parce qu'en prison, ça passe beaucoup par des surnoms. Donc, il y a Poto, il y a Satan, il y a plusieurs personnages comme ça. Comment cette question, qui j'imagine s'est posée, comment tu as géré cette question pour ne pas... Enfin, pour que ça n'ait pas des conséquences néfastes sur ces personnes-là. Oui, c'est une question que je me suis naturellement posée, mais pour une raison pratique. Je me suis dit, si j'aurais dit dès le début, en changeant les noms par exemple, je ne vais plus me retrouver. Moi, c'est des personnes que je connais, je me rappelle, j'ai besoin de les voir, sinon je ne ferais plus la différence entre Ahmed et Mohamed. Je me suis dit, je rédige d'abord et puis je verrai. Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels il faut changer des noms ou pas avant? Donc, c'est une question qui se pose. Il y a une différence, c'est que moi, mes sources, ils ne sont pas uniquement des sources. D'abord, il y a beaucoup d'observations, donc c'est des choses que je constate, que je vois. Et souvent, mes sources, ils sont aussi impliquées, en fait. Et pour certains, le recours à l'anonymat ne va même pas les protéger, parce qu'il suffit de les décrire, et j'ai besoin de les décrire, par exemple, comment la drogue rentre en prison, en connaissant uniquement ma cellule et le couloir, et parfois même les dates. Donc finalement, c'est pas suffisant de recourir en plus de l'anonymat, il fallait presque pas ne rien dire sur certaines choses, mais il fallait d'une certaine manière... pour certains, il y avait de l'anonymat, mais vraiment c'est très très rare. En plus, il y a les surnoms, il y a parfois les postes qu'occupent ces personnes-là. Donc, je pense pas qu'il se pose vraiment de mettre des gens en risque, et puis presque tout le monde est impliqué, donc je sais pas qui va... Parce que oui, la question se pose surtout pour les agents d'administration pénitentiaire, et donc tout le monde est tellement impliqué que en fait personne ne va les poursuivre, parce qu'il faudrait dans ce cas poursuivre tout le monde. Oui, et puis moi je vais protéger qui? Je vais protéger peut-être des sources. On protège normalement des sources, des victimes, des mineurs peut-être. Mais je sais qu'il y a des journaux qui ont des chartes éthiques, par exemple par rapport à ces questions-là. Mais l'idée, c'est de protéger les sources, si on peut dire, fragiles. Mais il y a aussi la question de l'intérêt public. Donc c'est une enquête, il y a aussi des gens qui ont des comptes à rendre. Et donc pour moi, mais pour moi, je pense ne pas avoir mis des personnes en danger. Et vu la quantité aussi des informations, comme je dis, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est pas un détenu, c'est tout un système. Donc si ils veulent se venger de certains détenus trafiquants ou même de certains gardiens, je pense que voilà,
Et le livre le montre clairement. Pour moi, l'implication, il est du plus haut niveau. Donc, mais l'utilisation de l'anonymat, c'est vraiment très rare dans mon livre. Puisque tu as cité le cas des prisonniers, y compris actuels, il y a un moment dans le livre où tu mentionnes, tu penses aux conséquences en fait de ton incarcération, ce que tu peux subir à l'intérieur, etc. Et tu te dis, tu as cette pensée que tes camarades à l'extérieur vont faire des campagnes de solidarité et vont se mobiliser pour toi. C'est quelque chose d'important quand on est à l'intérieur de savoir qu'il y a une mobilisation dehors. Ça aide à tenir. C'est très très important. Ouais. On en parle beaucoup dans les comités de soutien. Je fais partie de quelques comités de soutien et on se réunit et parfois on peut faire des actions qui ne changent pas grand-chose. L'efficacité, c'est pas toujours d'obtenir la libération. Ça peut être une carte postale, ça peut être une lettre, ça peut être. Donc les gestes, c'est très important. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Mais moi, je le fais pas toujours, alors que j'ai vécu ça et on n'arrête pas de se critiquer et d'être un peu triste pour le sort de nos amis et des personnes injustement incarcérées. Mais je pense que les soutiens, ils ont été très très utiles. D'abord le soutien de la famille et le soutien aussi des amis. Et ça aide beaucoup à alléger le séjour. Je pense à mes avocats, par exemple, qui ont porté plainte contre l'administration pénitentiaire. Je parle à des amis proches du comité comme Mati Mounjib et Samada Taïcha et de l'Association marocaine pour les droits de l'homme. Je ne peux pas citer de noms, mais c'est des dizaines, des centaines de personnes qui ont pris position. Ça aide beaucoup et ça peut avoir aussi un impact à l'intérieur de la prison. Et sur le plan psychologique, c'est très très important. Et le plus dur, je pense, c'est ça, c'est d'être injustement incarcéré et puis isolé. Et là, je pense à des centaines ou peut-être des milliers de personnes qui ne jouissent pas de ces soutiens, qui sont incarcérés dans des Hirak, par exemple, dans le sud de Zagora ou Jarada, donc pour moi, c'est des héros parce que voilà, c'est des détenus politiques ou même des rifins. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être soutenus par les médias ni les ONG. Et je pense que c'est plus dur sans le soutien, c'est sûr. Pour revenir plus peut-être sur le sujet du livre, donc comme tu l'as dit, tu consacres surtout ce témoignage à cinq types de trafic que tu as énumérés tout à l'heure, mais tu mentionnes bien donc dans un passage que le trafic que voilà, c'est juste des exemples choisis, que le trafic ne se limite pas à cela. Donc je te cite, en prison, le trafic ne se limite pas aux drogues et aux téléphones portables, il y a celui des réchauds, des télévisions, des couvertures, de la viande, des œufs, des verres et des couteaux. À chaque fois, la stratégie est la même, interdire des produits, étouffer les alternatives, mettre en place des solutions, entre guillemets, et un contrôle qui permet de boucler le cycle, saisir et revendre. Exactement. Et c'est là où on comprend vraiment toute la complicité du fait que ce ne sont pas juste les prisonniers, mais qu'il y a tous les agents en fait de l'administration, tous les gardiens, etc., qui sont forcément impliqués, parce qu'il faut il faut créer de la demande. Exactement. Pour que tout le monde finalement puisse toucher donc sa part de ce business. Exactement. Là, juste, je vous donne l'exemple des téléphones portables. Dans chaque bloc, il y a 2 à 5 à peu près téléphones fixes, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Parfois, ils sont même arrachés. Parfois, je note dans le livre, je pense à peu près 6 mois, aucun des téléphones du quartier ne fonctionne pas. Malgré les réclamations des détenus, ils ne sont pas réparés. Et en parallèle, donc, ça permet le développement de ce marché des téléphones portables qui sont vendus au minimum 10 fois plus cher. Pas seulement ça, une fois quand vous avez vendu le téléphone, qui sont interdits officiellement, à peine vous l'utilisez une semaine ou deux, il y a l'équipe du fouille qui vient et qui semble connaître
voilà, qui a acheté, il cache où, etc. Donc, ils les saisissent. Rarement, ils font des procès-verbaux. Et ces mêmes téléphones, ils vont être revendus dans d'autres bloc-notes. Donc, un téléphone qui coûte à l'extérieur 10 à 20 euros et qui est vendu 10 fois plus cher, finalement, va être vendu des dizaines de fois. Et c'est épuisant pour les détenus, c'est coûteux, mais ils ont besoin de garder un contact avec l'extérieur. La même chose pour les réchauds. Parce que la cuisine, ce qu'on vous présente, les repas sont tellement très mauvais que les détenus cuisinent dans les cellules. Les réchauds sont interdits, mais on peut les acheter dans le marché noir. C'est très cher, encore une fois, toujours multiplié. Après, ils sont saisis et ils sont revendus. Pareil les matelas, pareil les œufs, pareil la viande, pareil les cuillères, pareil les verres en verre, pareil les couteaux. Et une dizaine donc la stratégie c'est la même. Et on peut évaluer d'ailleurs le chiffre d'affaires parce que du moment où on a le prix à l'extérieur, le prix à l'intérieur, le prix de vente, les effectifs et la fréquence de saisie et de revente, on peut même faire une estimation, si on peut dire, du chiffre d'affaires. C'est une énorme entreprise. Et ça bénéficie au haut du sommet de ces gens-là qui sont de l'administration pénitentiaire et probablement plus haut, et aussi aux détenus, ce qui explique que certains détenus ne peuvent plus vivre à l'extérieur. Ils sortent juste pour voir. Un détenu me l'a expliqué, plusieurs d'ailleurs, c'est que l'idéal pour eux, c'est de passer l'été à l'extérieur avec la famille, c'est que la peine ne dépasse pas une année et de revenir avec un vrai dossier, c'est-à-dire ne pas voler un téléphone, ne pas rentrer en prison avec un dossier vide. C'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils ont appris en fait en prison. Et donc ils n'arrivent plus à vivre à l'extérieur, ils gagnent beaucoup d'argent, si on peut dire. Il y en a qui gagnent minimum, que j'ai entendu, je pense, à peu près 100 euros par jour, il y en a qui gagnent plus par jour, donc c'est quand même c'est un salaire très important au Maroc. Et donc, ils n'arrivent plus à vivre à l'extérieur et ils sont dans une entrée, si on peut dire, volontaire euh, en prison et ils sortent pour voir la famille, pour vivre un peu en liberté et revenir. Oui, ça tu dis à la fin, c'est une économie de grande échelle dont le détenu est à la fois le vendeur et le client. Exactement. Il y a, tout à l'heure, tu parlais de ce pan entier de la société que tu ne connaissais pas, que tu as découvert grâce à ce séjour en prison. C'est un très beau paragraphe par lequel tu termines ce témoignage enquête. Je te cite donc: des gens innocents, sans dents ni force, des corps usés et épuisés par la drogue et par le temps, des cœurs presque éteints à cause des poursuites de police qu'ils détestent jusqu'à la moelle, des êtres doux, fragiles, avec un amour débordant. Ils ont des rêves. Ils aiment une maman malade et demandent à Dieu, à la place de l'hôpital, de la soigner. Ils prient Dieu qu'il leur pardonne de ne pas avoir été de bons fils. Un père qu'ils aiment malgré sa cruauté. Ils espèrent se repentir religieusement, moralement, humainement et socialement, mais ils savent qu'ils en sont privés. Ils sont condamnés à revenir et à revenir encore. Ils le savent. J'ai scruté tous les visages, un par un. C'est donc eux qui m'ont fait peur. Eux aussi, ils ont peur. Trop peur. Ils ont tellement peur en liberté qu'ils frappent comme des serpents ou des scorpions menacés. Les pleurs et les supplications de la victime ne font que renforcer leur rage, car ils leur rappellent les pleurs de leur maman. C'est un très beau passage. C'est presque le seul passage poétique qui vient à la fin conclure voilà ce témoignage, comme on disait tout à l'heure, très factuel en fait de ce qui se passe en prison. C'est vraiment l'image que tu retiens finalement, alors que tu as quand même des... Enfin voilà, ça peut étonner en fait la lecture de ce passage quand on se dit que tous les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas forcément innocents. Il y en a qui ont quand même tué père et mère, il y en a qui ont violé, il y en a qui ont... Mais c'est l'image que tu gardes d'eux. Bien sûr, je ne mets pas de côté les crimes et tout, mais quand j'ai entendu les parcours de ces gens-là, leur scolarité, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, les tentatives et de vrais efforts pour changer leur vie, je ne peux qu'être très proche d'eux en fait. Et en fait, là, ce que je fais, c'est vraiment
en comparaison avec les premiers jours où j'avais très très peur d'eux, ils étaient agressifs. Oui, J'ai beaucoup souffert tu racontes en fait ce moment d'entrée dans le couloir où ils disent ramenez-le, ramenez-le. Voilà, et dans la prison aussi, le séjour, je ne dis pas que j'étais content avec eux, j'ai beaucoup souffert avec eux. Mais la fin de mon séjour, où on a commencé vraiment à communiquer, où j'ai commencé à comprendre, où on n'est pas, je ne prétends pas que je suis devenu leur ami, même si j'ai gardé quelques contacts, quelques amitiés. Mais c'est vraiment l'image que je garde, que je me suis dit que j'aurais pu être, que n'importe qui aurait pu être à leur place. Mais encore une fois, voilà, je ne mets pas de côté les crimes pour lesquels ils sont condamnés ou les violences qu'ils ont faites aux autres personnes. Mais je pense qu'ils sont victimes aussi de cette prédation, d'un déterminisme social. En fait. Et ce qui m'a amené à ça, c'est vraiment d'écouter leur récit. Il y en a qui m'ont, encore une fois, c'est vraiment, on veille jusqu'à 3h, 4h du matin. De toute façon, tu ne peux pas dormir. Donc, ils fument, ils jouent aux dames. Il y a les marmites qui bouillonnent, il y a des bagarres, il y a tout ce que tu veux, mais ça discute jusqu'à tard la nuit. Et donc, j'ai pu écouter le récit de certains depuis l'enfance, de leurs rêves, ce qu'ils essayent de faire. Il y en a qui ont commencé à demander des livres, à lire les journaux avec moi, à discuter politique. Et donc, finalement, ça m'a beaucoup rapproché. Et de toute façon, moi, la prison, comme je l'ai vu, on dit, moi, ça ne sert à rien. C'est vraiment, en tout cas, ça ne règle pas le problème. La preuve, c'est que, voilà, ils reviennent, même volontairement, parce que ça leur permet de vivre, et puis ils n'ont pas peur de la prison. Donc, oui, ça peut choquer quelques-uns, mais encore une fois, ce passage-là, c'est vraiment la dernière image que je garde de ces gens-là et qui les présente également comme victimes du pouvoir, de la société. Oui, et puis ce passage en prison, donc non seulement qui sert à rien, mais qui même, vu comment les gens sont entassés les uns sur les autres, etc., il y a même une transmission du savoir-faire, d'un savoir-faire criminel qui se fait. Et donc c'est même l'effet contraire finalement qui a lieu, qui se produit. Alors, nous avons une première question de la part de Camille Lassiri. Bonjour, quid de la prise en charge des populations spécifiques, minorités, femmes, voire même personnes LGBTQI+, au sein de la prison? Vous parlez des nombreux trafics au sein de la détention. Est-ce qu'il existe une politique de prise en charge des personnes qui souffrent d'addiction? Je n'en ai pas là. Alors, il y a plusieurs questions, donc on va les prendre déjà une par une. Déjà, la première, par rapport aux minorités. Alors, les femmes vont aussi une prison, elles ont une prison à part, mais il y a effectivement les minorités. Tu parles de détenus homosexuels, mais aussi de détenus qui ont des besoins spécifiques et leur place n'est pas en prison, en fait. Les minorités en général ou je parle des minorités en général, puisque c'est le sens de la question, mais ça me fait penser aussi, par exemple, à tous les détenus dont tu dis que la place est en hôpital psychiatrique et non pas en prison. Oui, pour tous les prisonniers qui ont donc soit les minorités, sort, soit ceux qui ont des besoins spécifiques en fait. Moi, la première, et vous me dites si je passe à côté de quelques questions, n'hésitez pas. On va les prendre une par une parce qu'il y en a beaucoup, donc voilà, c'est pour ça qu'on les prend une par une comme ça. Pour les minorités, et surtout, et en tout cas les questions d'homosexualité et LGBT, la première chose qui m'a frappé en prison concernant ce sujet, c'est pendant le mois de Ramadan, c'est la tolérance de la société marocaine. Donc je pense que comme on la présente, je pense que la société marocaine est vraiment prête pour aller beaucoup plus loin que ces lois aujourd'hui. Je vous donne l'exemple du mois de Ramadan. Il y avait avec nous des gens radicalisés, accusés de terrorisme. Il y avait des gens islamistes, il y avait des croyants comme la moyenne des Marocains. C'est-à-dire qui font le Ramadan, qui font leur prière. Et on avait des athées et des gens qui font la rupture du Ramadan dans la prison. Et on avait des homosexuels, donc qui ne se cachent pas. Après, peut-être que mon observation est un peu biaisée parce que c'est l'enfermement.
Mais il y a quand même un grand respect. Il y a de la discrimination et tout ce que vous voulez, mais je pense que la société marocaine est beaucoup plus ouverte que ce qu'on le pense. Malheureusement, ils ne sont pas toujours protégés parce qu'il y a des histoires de viol aussi que j'ai entendu et dont on a parlé dans, dans le blog. Je parle aussi beaucoup de ces personnes qui sont atteintes de profonds troubles psychologiques, dont la place n'est vraiment pas en prison. Je parle de Issam, qu'on surnomme Pipou. Je parle d'Abdelrahim. Je parle de 3 ou 4 personnes vraiment qui font leurs besoins dans les vêtements. Le pire, c'est que les gardiens, ils les utilisent comme une arme pour punir certaines cellules ou certaines personnes. Donc, ils peuvent vous affecter une personne comme ça pour vraiment vous rendre le séjour pénible. Parce qu'avoir dans la cellule quelqu'un qui va jamais se laver, qui va faire ses besoins dans ses vêtements, donc vous imaginez la situation. Par rapport aux soins contre l'addiction ou les troubles psychologiques, il n'y a rien de sérieux. Après, on peut tout trouver en prison. Moi, j'ai vu, en passant dans la cour pour aller à la visite familiale, des délégations étrangères, je pense, qui viennent pour voir un peu les conditions. Ça me fait un peu marrer, même si c'est triste, mais de voir qu'on les amène directement au quartier Alif. Oui, en fait, ces quartiers poubelles... de luxe, quoi. Oui, l'architecture de la prison, il est tellement bien faite que le quartier poubelle, il est à l'écart. Donc, il y a les quartiers comme ça, et puis le bloc D, qui est un quartier poubelle, et aussi le bloc J. On ne sait même pas qu'ils existent, sauf avoir vraiment le plan de la prison et décider. Donc, on va les amener à Alif. Je pense que ces délégations, ils vont sortir avec des rapports qu'on a des choses à apprendre des Marocains, puisqu'il y a ces 2 grandes cellules, de douches qui sentent les gels, des terrains de foot. Il y a aussi un accompagnement psychologique, mais c'est toujours des choses sur le papier. Et j'en parle parce qu'une des missions de ce gardien chargé de la bibliothèque, c'est de faire cet accompagnement-là, mais sur le papier. Donc sur la paperasse. Oui, tu parles d'activités fictives ou semi-fictives. Oui, j'ai participé à une de ces activités. Moi, j'ai participé à une où on a invité un écrivain. J'y suis allé. À chaque fois, une activité, j'y vais, juste pour voir. Et donc, il a commencé à parler d'abord comment il présente le rôle de la littérature. C'est d'abord la propagande, que la littérature, elle est là pour le nationalisme, il ne faut pas toucher aux lignes rouges, le Sahara, la monarchie. Donc déjà, tout l'exposé, il est vraiment, il est pas vraiment au cours du vrai rôle, je pense, de la littérature et de l'intellectuel plus généralement. Et à la fin, il nous a offert des livres. Et le gardien les a ramassés, on n'a eu aucune copie. Il a dit, je vais leur distribuer. Donc, ils ont pris tous les livres qui nous ont été offerts, en fait, par cet écrivain-là. Alors, il y avait une autre question par rapport au récit des prisonniers. Vous mentionnez une facilité de parole de la part des détenus et des gardiens. Avez-vous également rencontré de la réticence et de la méfiance à ce sujet ? Avez-vous senti que votre sécurité était menacée du fait de votre enquête ? De la réticence, oui. En fait, les détenus, ils sont aussi paranoïaques, comme j'ai dit, surtout avant leur jugement. Parce qu'on peut toujours penser que vous êtes... Il y a aussi des bandes criminelles, le grand trafic, il y a la cocaïne, il y a des gens qui sont encore devant la justice pour des affaires de vol de voitures de luxe, du grand banditisme. Donc, ils se méfient, mais une fois condamnés, et une fois le jugement final, je pense que les gens commencent à parler normalement de leurs crimes. Donc, il faut tout. C'est pourquoi une des difficultés du travail, c'est de recouper les informations, c'est de les vérifier à chaque fois. Heureusement que moi, je n'enquêtais pas sur un détenu ou un trafiquant, mais sur les trafics en général. Donc, mais quand tu parles à 10 détenus, ils te donnent à peu près le même prix du cannabis, et comment ça rentre, je pense qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'ils coordonnent pour te mettre sur une fausse piste, sûrement. Mais je pense que comment on dit, la solitude
fait que les gens finissent par parler d'eux-mêmes. Ouais. Même moi qui est trop timide, qui n'est pas trop bavard, j'ai beaucoup parlé, je pense. Donc on commence à parler, on commence à épuiser, voilà, à raconter ses souvenirs, à raconter sur sa famille, à raconter sur... Il y a une confiance qui finit par s'installer. Et encore une fois, jamais j'étais avec un bloc-notes en train de faire un entretien. C'est des discussions et voilà, le moment venu, j'écris vite pour ne pas oublier tout ce que j'ai pu écouter ou comprendre. Donc, et parfois, j'étais même pas dans la conversation, j'étais dans mon coin et des choses se passent, des conversations se passent. Donc, c'était très naturel. Et du coup, je pense que... Mais sûrement, il y avait des réticences, des gens qui... Mais c'est très difficile de ne pas, je pense, de ne pas parler en prison, surtout quand vous vivez dans la même cellule. Je sais pas, qu'espérez-vous pour l'avenir du système carcéral, notamment avec la publication de votre livre? Marocain, je suppose. C'est trop ambitieux comme, pour moi. En tout cas, c'est vraiment un témoignage. C'est une partie de, comme j'ai dit encore une fois, c'est vraiment une petite partie des matériaux. Et je pense que c'est l'accumulation. J'espère que Omar Radi, Souleymane Raissouni, les Réfins vont sortir. Ils vont aussi écrire ou témoigner. Et je pense que c'est les accumulations. Et de toute façon, le système carcéral, il peut pas. Je pense pas qu'il va changer avant que la société marocaine, c'est-à-dire à l'échelle politique, sociale, change. Et certains disent que en fait la prison au Maroc elle a évolué, etc. Moi, je pense que c'est plutôt l'extérieur qui a régressé. Et la prison, elle est restée la même, ce qui explique ce flux vers l'intérieur. Je ne pense pas qu'on me livre... peut-être, si on arrête déjà de se venger des gens en les envoyant dans ces blocs, c'est déjà pas mal. Alors, nous avons une autre personne qui nous parle d'un livre, donc c'est Brigitte Janot, qui dit « Bonjour, je me permets d'attirer votre attention sur le témoignage d'une personne d'origine sahraoui qui a été détenue de mars 1976 à juillet 1991 sans aucun procès. Il décrit les tortures et l'état lamentable des prisons sous Hassan II. Il s'agit du livre Des Nuits sans lune, édité par Kéros, donc c'est la maison d'édition. Les maltraitances, donc elle pose sa question, les maltraitances et tortures sont-elles toujours d'actualité selon vous? Qu'en est-il des prisonniers politiques? Avez-vous des témoignages directs? Oui, j'en parle un peu dans le livre parce que j'ai croisé les détenus de Gdé Mizik. Est-ce que tu peux rappeler Gdé Mizik? Oui, Gdé Mizik, je pense que tout le monde connaît. C'est le campement des Sahraouis qui a été violemment détruit et qui a causé des morts à la fois parmi les rangs des militaires et des Sahraouis. Et puis, il y a un groupe de détenus sahraouis qui ont été condamnés à de lourdes peines, dont certains ont dénoncé, et des ONG en tout cas ont dénoncé le fait qu'ils ont subi en fait des tortures. Et j'en parle un peu dans le livre. Je parle aussi de détenus de droit commun qui ont subi des tortures, un trafiquant de cocaïne. Et même en prison, il y a beaucoup de cas de torture. Je parle aussi d'un suicide suite à une maltraitance, etc. Je pense qu'on n'a plus, au Maroc, on évite en tout cas de torturer comme avant, c'est-à-dire les années de Tazmamalt et de Plan, même si sur Hassan II, il y a des gens qui ont été torturés dans le centre de Temara, le centre secret de Temara. Mais en prison, en tout cas, j'ai rencontré plusieurs détenus de droit commun qui ont subi des tortures atroces, à la fois lors de leur garde à vue, et à la fois au sein de la prison.
Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux aux prisonniers Sahraouis. politiques, oui, ou aux prisonniers politiques en général, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, plus les affaires sont médiatisées, on évite la nouvelle torture, je pense, c'est les médias de diffamation dont on a parlé, la guerre psychologique, c'est de vous affecter dans de telles conditions, de rendre votre... C'est une forme de torture psychologique et même physique. Pour certains, comme Omar Radi, Tawfiq et Suleiman, aujourd'hui, ils sont en isolement, ils font leur promenade tout seuls, donc ils n'ont aucun contact avec les autres détenus et parfois même entre eux-mêmes. Donc c'est une forme aussi de torture de torture. psychologique, C'est quoi. pas voilà psychologique qui peut avoir aussi des effets Ouais, physiques par les conditions de, détention. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, de la part de Lena Jrima. Bonjour Hicham, une question. Tu as longuement parlé des médias de diffamation qui sévissent au Maroc. Je voulais savoir, sont-ils directement subventionnés par le gouvernement? Alors, on avait dit, mais voilà, je te laisse répondre à nouveau à cette question. On avait dit qu'ils étaient proches, effectivement, de cet cercle du gouvernement. Donc, sont-ils directement subventionnés? Par ailleurs, si la sphère publique a conscience du caractère diffamatoire de ces médias, comment se fait-il qu'ils restent crédibles aux yeux de l'opinion publique, parvenant donc à faire autant de dégâts? C'est Léna, ancienne stagiaire à la MDJ. La maison des journalistes. Ouais. Oh, oui, c'est des médias qui jouissent d'énormes moyens financiers par le biais des aides directes à la presse et les annonces publicitaires et probablement de l'argent en espèces, surtout des moyens de fonctionnement matériel du bureau, etc. En plus des moyens d'information. Qui leur donnent des informations très, très privé, inaccessible, même pour un très bon journaliste d'investigation, et surtout qui n'ont rien d'intérêt. Oui, ils ont beaucoup de moyens et surtout ils jouissent d'une grande impunité. C'est-à-dire que jamais vous pouvez les condamner en procès. Et souvent, le juge, il vous demande de lui présenter les informations légales que ces sites n'affichent pas. Donc, parfois, on ne connaît même pas on connaît pas le fondateur, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone. Donc, vous êtes face à un fantôme et la justice vous demande de lui amener ces informations-là. Donc, c'est beaucoup de moyens, une grande impunité. Comment ils jouissent il a parlé par rapport à l'opinion publique. Oui, ils sont de plus en plus... Alors oui, comment se fait-il qu'ils aient encore de la crédibilité aux yeux de l'opinion publique alors que tout le monde sait que ce sont des médias diffamatoires? Je pense pas, ils n'ont pas une crédibilité. Parce que, voilà, ils ne vont pas publier des enquêtes ou des articles sur les médias, c'est un contre-pouvoir, ils sont du côté du pouvoir, donc il n'y a rien d'intérêt public, beaucoup de divertissement. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on va parler de l'Algérie, on va parler du foot, on va parler des artistes, d'un peu de chansons, de mettre en avant les réformes du gouvernement et du palais, et on s'attaque aux personnes critiques. Ils n'ont pas de crédibilité. Par contre, ils bénéficient de moyens et de sponsoring qu'ils peuvent avoir une grande audience. Donc, c'est du dopage pour ces médias-là, c'est beaucoup de financement. Et de toute façon, comme j'ai dit, je pense même que ça a un effet inverse. Parce qu'aujourd'hui, des gens ils se disent, tant que cette personne-là elle est critiquée dans ces médias de diffamation, c'est qu'elle est intègre, c'est qu'elle est honnête. Mais eux, ils ciblent, comme j'ai dit, la psychologie de la personne. Parce que comment tu peux nuire à l'image de quelqu'un que personne ne connaît, ou presque. C'est un militant, ou c'est un jeune journaliste, donc c'est pas des gens qui sont très connus, c'est pas... Donc ils te ciblent en fait toi-même. Parfois c'est des messages codés que personne ne comprend même pas ce qu'ils veulent dire. Ils vont utiliser les dégâts, du coup, ce n'est pas au niveau de la société, c'est vraiment au niveau de l'individu en fait qui est ciblé. Beaucoup plus de l'individu, mais eux, ils peuvent nuire à ton image en relayant un peu les procès pour les personnes, par exemple, connues. Tu vois, lorsqu'on accuse Mati Mounjib, qui est historien très, très connu et reconnu de blanchiment d'argent, d'atteinte à la sûreté, lui qui a toujours critiqué, qui a appelé à la transparence, etc. Donc en fait, finalement, pour des gens connus, oui, ça peut être très ravageux et ça peut créer beaucoup de dégâts. Mais de toute façon, moi je pense qu'ils perdent
beaucoup en crédibilité, mais en grande partie à l'accumulation en fait des victimes qui sortent et qui brisent le silence. Je précise juste à l'intention de la personne de Prison Insider qui nous contacte là via Zoom et qui souhaiterait donc échanger avec toi davantage, Hicham. Vous pouvez en fait, si vous pouvez envoyer un mail directement à l'IREMO ou à Orient 21 et nous vous transmettrons du coup les coordonnées de Hicham pour échanger autour de ton livre. Donc Brigitte Jeannot, merci pour l'exemplaire. Donc elle nous a envoyé à chacun un exemplaire du livre en question des témoignages du militant sahraoui. Elle pose encore une question: comment réagissent les autorités lorsqu'un détenu fait une grève de la faim? L'intéressé subit des mesures. Est-ce qu'il subit des mesures de rétorsion? Donc, du coup, tu peux parler à la fois de ton cas ou du cas de Martin Mounjib ou de Souleymane Raissouni, justement. C'est-à-dire voilà, enfin, est-ce que ça concrètement, comment les autorités réagissent et comment est-ce que ça a des conséquences sur toi? Est-ce qu'après ils peuvent se venger finalement à ton en prison, là, quand j'étais au bloc T, je ne savais pas encore ce qui se passait la première semaine. Je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur, ni les soutiens, ni la famille, ni rien. Donc, j'ai aucun contact avec l'extérieur. Je voulais tout de suite faire une grève de la faim. Mais les détenus m'ont vraiment alerté. Ils m'ont dit: mais tu es fou, toi? Ils me disent: ici, les gens qui font la grève de la faim, on les amène au cachot, ils sont torturés et ils viennent à quatre pattes. Il me dit: ils marchent, ils reviennent, ils sont jetés en solide, ils reviennent, ils n'arrivent même plus à marcher. Et ils m'ont dissuadé à le faire au début. Et je pense que c'est vrai. Et comment, et je l'explique un peu dans le livre, une des manières de protester, c'est pas la grève de la faim pour eux, c'est pas les lettres, les courriers, c'est en s'automutilant en fait. Donc la seule chance pour eux de rencontrer le directeur de la prison, c'est vraiment de se faire de s'automutiler avec des lames de rasoir. Voilà, c'est leur mode de communication, ou de se brûler, etc. La grève de la faim, je pense, ça dépend. Oui, donc juste pour te citer, tu dis: les détenus écrivent des lettres de protestation sur leur corps. Oui. Les grèves de la faim, je pense, c'est au cas. Par exemple, Martin Mounjib, il a pu bénéficier d'une liberté provisoire grâce à une grève de la faim. Mais Souleymane Raissouni, par exemple, il a mené une grève de la faim, je pense qu'il a atteint presque les 100 jours. Et malheureusement, il n'a pas bénéficié de cette liberté provisoire, malgré les soutiens. Ça dépend peut-être de la notoriété de la personne, des risques, de l'âge parfois même. Martin Mounjib, il est cardiaque, il est diabétique, je pense qu'il a frôlé la mort. Et Souleymane Raissouni, d'ailleurs, je pense que la notoriété de la personne, ça peut jouer. Après, c'est un régime imprévisible. Tu ne peux pas trop deviner, je ne sais pas comment, certaines décisions. Mais par exemple, tu disais que tes co-détenus, au début, t'avaient dissuadé de faire cette grève de la faim. Finalement, qu'est-ce qui t'a décidé à le faire? Parce que c'est finalement grâce à ça que tu es muté d'un quartier à l'autre. Je pense le fait de me sentir que je ne suis pas dans ce puits-là fermé finalement, que j'avais des soutiens à l'extérieur, que au début, en tout cas c'était mon cas, lorsqu'on est incarcéré, on pense qu'on est très fragile, très faible. Mais après, on comprend qu'on est aussi puissant parce qu'on est entre les mains de l'État. Ils emportent la responsabilité. Et donc, ils ont la responsabilité aussi. Et de toute façon, au bout d'un moment, tu n'as plus beaucoup de choix. Tu prends aussi le risque de faire une grève de la faim. Mais je pense qu'il m'a aidé, c'est de savoir qu'il y a des soutiens à l'extérieur. Et donc, dans ton cas, il n'y a pas eu ni de vengeance après La vraie vengeance s'est passée au bloc D. Après, c'est d'autres manières, mais c'est moins, ça vient, peut-être ça vient pas vraiment d'en haut. Ça peut être des choses liées au fonctionnement habituel. Parce qu'au début, j'avais un traitement vraiment qui est venu sous forme de directive. Et après, progressivement, la majorité des périodes, j'étais un peu comme les autres détenus. Donc, je ne sentais pas qu'il y avait une volonté de se venger de moi, particulièrement de moi.
D'accord, donc effectivement c'est beaucoup d'arbitraire dans ce traitement. Je pense qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont assisté à cette rencontre. Nous espérons que bientôt on pourra reprendre des rencontres en présentiel. C'est quand même beaucoup plus agréable d'échanger en direct. Merci beaucoup Hicham pour cette intervention et pour tous les éclairages que tu as apportés. Je rappelle donc que ton livre Au cœur d'une prison marocaine, enquête sur le royaume de tous les trafics, est sorti donc le 20 janvier à la collection Orient 21 aux éditions Libertalia, donc il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et encore une fois, je rappelle donc que c'est le deuxième livre de la collection Orient 21 et que voilà, donc pour rappel, le premier c'était qu'on a sorti l'année dernière, c'est la révolution palestinienne et les Juifs, du Fatah, avec une présentation d'Alain Grèche. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci encore Hicham et au plaisir de vous retrouver pour une autre rencontre de l'IREMO et avec Orient 21. Au revoir.